Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, comme une trentaine de personnes, c'est pas mal. Hein. Je suis à la fois content et puis en même temps ça questionne toujours parce que sur ce type de sujet, ça signifie que voilà, il y a un vrai questionnement. Donc moi, je m'appelle Henrik Barbillon. A priori, mon nom s'affiche, mon nom et mon prénom s'affichent, et je suis psychosociologue. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler, d'échanger avec des psychosociologues. Ça vous dit quelque chose, hein, tout le monde connaît psychologue, tout le monde connaît sociologue, mais cette chose bizarre et hybride qui est le psychosociologue, tout le monde ne connaît pas forcément. Hein, on entend parler de risques psychosociaux. Alors, contrairement à ce que le titre indique, hein, je ne suis pas sociologue, mais psychologue. Voilà, histoire d'ajouter encore à la confusion. Et je suis psychologue spécialisé dans les relations humaines. Voilà, donc, je ne suis pas clinicien. Vous travaillez peut-être dans vos établissements avec des cliniciens. Moi, je m'intéresse surtout au mode d'interaction et aux groupes. On connaît tous à titre personnel des groupes dans lesquels on se sent bien, vous savez, hein, le matin, on va au travail, le dimanche soir, on se couche serein, on va au travail, tout va bien, et puis finalement, dans certaines circonstances, c'est plutôt l'inverse. Le dimanche soir, on se couche la boule au ventre, le week-end a passé trop vite, parce qu'on sait que dès le retour lundi au bureau, alors en fonction des aménagements, eh bien, on va retrouver un environnement qui n'est pas tout à fait serein. On sait très bien également qu'en fonction des interlocuteurs avec lesquels on est, eh bien, on ne va pas toujours avoir les mêmes attitudes, les mêmes réflexes. On ne va pas toujours, même là, effectivement, je vous parle, assez spontanément, j'ai un vocabulaire qui me vient, c'est pas le même que je vais utiliser à la maison, par exemple. Mais c'est spontané. En fonction des personnes avec lesquelles on est en interaction, eh bien, il y a tout un ensemble d'éléments qui, d'un point de vue psychologique et relationnel, vont changer. Donc, en gros, je me définis un peu comme un spécialiste de la relation au travail. Donc mon métier, j'exerce de plusieurs manières. J'enseigne dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, universités, et essentiellement aussi des écoles de travail social, principalement. J'interviens comme formateur. Donc là, aujourd'hui, voilà, on va se voir 1 heure, c'est plus de l'information, mais j'interviens aussi comme formateur et j'interviens également comme consultant. Mon statut consultant, ça va de l'audit, par exemple, audit sociaux, audit sur les risques psychosociaux, avec un agrément IPRP délivré par la directe. Et puis, parfois, ça va jusqu'à la gestion de crise. Voilà. Alors, c'est quoi la gestion de crise? C'est une conflictualité importante, voire même un conflit important au sein d'une équipe, entre une équipe et une direction, un épuisement extrêmement important des professionnels. Donc là, je viens soit étayer les équipes, accompagner des individus ou des équipes de direction pour accompagner au mieux les difficultés rencontrées. Voilà. Donc ça, c'est mon métier, plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, j'interviens pour vous sensibiliser à cette question du stress. Et comment finalement le stress, qui est une fonction adaptative à la base, eh bien, peut conduire petit à petit à l'épuisement. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on a des personnes qui nous ont rejoints? Alors, tout le monde ne peut pas se présenter, mais en tout cas, ce qui serait important pour moi, pour commencer cette présentation, ça serait d'avoir un peu votre représentation du stress. Alors, dans le petit chat là, que vous avez pour certains expérimenté, essayez de m'inscrire un mot, une idée, quelque chose qui représente pour vous cette notion de stress. Allez-y. Ça y est, les mots arrivent en cascade. Alors, accélération cardiaque également, peur. Donc là, on a des signes physiologiques. On a le cœur qui s'accélère. La peur associée à une émotion. Effectivement, on a ces deux dimensions. Physiologie, émotionnelle. Malaise généralisé, adrénaline. Alors là, je demanderai à Aline notamment une petite précision sur ce qu'on entend par malaise généralisé. Est-ce que c'est un malaise généralisé dans le collectif ou est-ce que c'est une personne qui se sent vraiment pas bien, à la limite même peut-être du malaise? Vous faites tomber dans les pommes. Une tension continue et floue. Qu'est-ce que vous entendez par flou? Voilà. Manque de sommeil, irritabilité, impatience. Donc là, on est déjà dans les symptômes. Voilà, les conséquences du stress. Tous ces éléments-là, on va les voir au fur et à mesure. Le surmenage, là, on est plutôt dans la cause. Donc on a une cause, le corps réagit et derrière, on a un certain nombre de symptômes. Réveil matinal, difficulté à dormir, effectivement, ça, le sommeil, c'est un des premiers indicateurs d'un stress qui commence à devenir néfaste. Danger, effectivement, lorsqu'on est face à un danger, on va réagir par le stress. Voilà, Aline nous a précisé notamment ces éléments. Il y a aussi le bon stress. Mais oui, effectivement, c'est une fonction vitale, le bon stress. Je vais même commencer par ça. Stress aigu ou chronique, effectivement, stress adapté ou dépassé, effectivement, là où est-ce qu'on situe la limite entre le normal et le pathologique, et ensuite du pathologique
à une situation de détresse personnelle, voire même de burn-out. Difficile de discerner les causes exactes du stress. Mais oui, c'est pas forcément évident parce que parfois, vous allez voir, les causes et les conséquences se confondent. Alors, je vais pas forcément aller plus loin là tout de suite, mais vous allez voir que c'est pas toujours évident de discerner les causes de discerner les causes du stress. Surtout lorsque nous sommes dans un état de stress déjà très avancé. Un état de stress très avancé va modifier notre perception des choses et donc nous inviter à avoir une vision un peu plus limitée de notre environnement et donc de ne plus être en capacité forcément de percevoir d'une part les stresseurs et d'autre part de mettre en place des actions correctives. Une mauvaise organisation, là je vois que les jeux sont faits, rien ne va plus, on arrête là, voilà, on a déjà beaucoup de choses. Une concentration moins facile, tout à fait. Au niveau visuel, ça, effectivement, je reviendrai dessus comme une des conséquences, un des indicateurs, en tout cas, d'un stress négatif. Le fait de manger plus ou moins, hyperphagie, hypophagie, tout à fait, c'est tout à fait lié. Et des problématiques d'auto-évaluation sur la perception du niveau de stress quand on passe du positif au négatif. Alors, c'est là où c'est très compliqué aussi. Je reviendrai, je dirais juste un tout petit mot dessus, hein, parce que ça fait l'objet quasiment d'une bonne heure, voire même 2 heures en formation sur la difficulté d'auto-évaluation, d'où l'intérêt aussi du collectif. À un moment donné, un individu n'est plus forcément en capacité de savoir lorsque il dépasse sa propre capacité à faire face au stress. Et en général, le collectif est très important. Le fait d'être vigilant les uns vis-à-vis des autres est un élément essentiel. Covid et risque de deuxième épidémie et reconfinement, et j'irai même un peu plus loin, Carole, si je peux me permettre hein, d'utiliser les prénoms, j'irai même un peu plus loin, cette question, même de manière plus générale, l'incertitude. L'incertitude est une source de stress extrêmement importante. Et là, aujourd'hui, on a des tas d'hypothèses, au final, personne ne sait ce qui va se passer. Effectivement, beaucoup d'hypothèses sont là, coexistent, mais rendent les choses très confuses. Surtout pour vous, dans le rôle qui est le vôtre, un rôle de direction, d'organisation, il faut penser, anticiper, faire un pas de côté, refaire un pas de côté, faire un pas en arrière, un pas en avant. Au final, on ne sait pas, mais on dépense beaucoup d'énergie pour gérer cette incertitude. Alors bon, je vois que déjà vous êtes au bon endroit, puisqu'il y a des spécialistes du stress là, vous êtes capable de citer pas mal de choses, donc a priori, voilà, on s'est bien rencontrés. Globalement, le stress, le petit nom que l'on peut donner au stress, hein, c'est le syndrome général d'adaptation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Vous pouvez me faire un petit signe, je vous vois hein, en vignette. Le syndrome général d'adaptation. Globalement, qu'est-ce que ça signifie? Syndrome, c'est un ensemble de manifestations, de signes. On en a vu quelques-uns là dans la liste que vous avez citée. Le cœur s'accélère. On peut aussi avoir d'autres signes, hein, je pense notamment aux mains moites. On va aussi avoir le souffle court, voire même en tout cas la respiration va se modifier. Une respiration plus profonde, plus intense, une fréquence qui augmente. On va également avoir parfois la boule au ventre. D'où ensuite derrière hyperphagie. En tout cas, il y a un ensemble de manifestations, mais qui servent à quelque chose. En fait, c'est pas inutile. C'est pas inutile, on va voir à quoi ça sert. Donc, ce syndrome, cet ensemble de manifestations, nous sert à nous adapter. Et de manière généralisée, à savoir que quelle que soit la source d'adaptation, eh bien, la réaction de stress est toujours la même. À savoir, je prends un exemple certes très trivial, hein, mais qui est assez parlant. Imaginons, j'ai une bouteille sur la table, je fais un grand geste, la bouteille tombe. Voilà, je la fais tomber. Je la récupère en plein vol. Très bien, ça nous est tous arrivé, ce genre de choses, ce genre de réflexe. Mais si on essaie d'y réfléchir et de prendre du recul, en fait, c'est un réflexe qui est très complexe, à savoir, il faut que je me rende compte que la bouteille tombe. Je vais récupérer des informations de manière visuelle en fonction du fait que ma bouteille soit partiellement remplie ou pas, eh bien, je vais estimer son poids, ce qui va me permettre d'estimer sa vitesse de chute. Si je n'ai pas d'informations, je fais des stats. Voilà. Je vais devoir aussi estimer l'angle de la chute à partir d'informations visuelles, mais aussi à partir d'informations kinesthésiques, à savoir le contact entre ma main et la bouteille. Tout ceci pour calculer un certain nombre d'informations et envoyer des informations à des centaines de muscles au niveau du dos, des bras, des épaules, des hanches, des mains, pour que ma main arrive exactement à l'endroit anticipé de la rencontre avec la bouteille. Voilà. Et ça se passe en une fraction de seconde. Donc, réponse extrêmement complexe, mais extrêmement rapide également. C'est le stress qui nous permet de réagir de cette manière. Je ne m'attends pas à ce que cette bouteille tombe, je la vois tomber, je vais devoir m'adapter.
adaptation. Et le syndrome, pourquoi? Mon cœur bat beaucoup plus vite pour envoyer du sang au niveau de mes muscles, un sang gorgé d'oxygène et de glucose pour pouvoir fonctionner très rapidement, ceci orchestré par, entre autres, l'adrénaline et tout un ensemble de neurotransmetteurs. C'est ce qui nous permet aussi, lorsque vous êtes dans la rue et que vous traversez, de faire un pas en arrière lorsqu'une voiture arrive vers vous. Voilà. Mais ce stress est géré par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si j'utilise des gros mots comme ça, que ça ne nous parle pas, dites-le moi. Certains d'entre vous ont peut-être une formation médicale, d'autres non. Voilà. Ce système nerveux autonome, justement, il est autonome parce que c'est lui qui va gérer la respiration, c'est lui qui va gérer le rythme cardiaque, et il doit être extrêmement rapide. Imaginez, là, nous sommes en automne, vous en profitez pour faire une belle balade en forêt le week-end parce que la semaine est bien chargée en émotions. On a des feuilles mortes qui sont un peu par terre, et là vous faites un pas, vous voyez sous les feuilles mortes quelque chose de long, de sombre qui bouge. Bon, le réflexe que l'on a, c'est de faire un pas en arrière, voilà, assez rapidement. Avant, avec une peur intense, j'ai vu peur tout à l'heure, effectivement, une émotion qui émerge, avant de vous rendre compte que finalement, ça n'est qu'une petite branche que vous avez fait bouger en marchant sur les feuilles. Mais avant même de vous rendre compte que c'est une branche, eh bien, votre corps a réagi en anticipant un danger. Le système nerveux autonome a mobilisé un ensemble de ressources extrêmement rapidement pour vous protéger. Et puis derrière, le traitement conscient de l'information étant plus long, eh bien, vous vous sentez un petit peu bête en vous disant, bon, finalement, j'ai eu peur pour rien. Voilà. Mais si on devait s'en tenir à un traitement conscient de l'information pour se protéger d'un certain nombre de problématiques de l'environnement, eh bien, on serait bien embêté. Donc le stress est géré par ce système nerveux autonome qui nous prépare à réagir essentiellement face à des agressions physiques. Il nous prépare à fuir, à nous défendre, à combattre. Hein, c'est le fameux réflexe de fight or fly. Fly, je m'enfuis, ou fight, je me défends, ou j'attaque. Mais aujourd'hui, ce système nerveux autonome a très peu évolué par rapport à ce que nos ancêtres ont connu. Or, eh bien, nos stresseurs d'aujourd'hui sont bien loin de ceux qu'on a connus il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins stressé du fait de se faire courser par un animal sauvage, mais c'est plus notamment, effectivement, la crise du Covid nous le dit, on est plus face à des stresseurs psychologiques. Donc, ce stress qui nous aide à nous adapter, oui, effectivement, est très efficace. En revanche, face à des stresseurs psychologiques, d'ordre psychologique, eh bien, il est parfois inopérant. Voilà. Il peut même nous mettre en difficulté. Et parfois, nous inviter notamment à avoir des réactions de tension musculaire. Hein. On a des personnes qui disent « Moi, je vais voir l'ostéopathe tous les 6 mois parce que j'ai mal au dos. Et pourtant, je ne fais pas de déménagement. Et pourtant, je ne fais pas… » Et oui, parce que tout simplement, on a des tensions. On a des tensions qui sont là et qui peuvent nous abîmer. Donc ça, c'est le système global du stress, à savoir le syndrome général d'adaptation. Ce qui signifie que le stress, d'un point de vue normal, est adaptatif. Il est nécessaire, c'est une fonction vitale. Au même titre que la digestion. Lorsque vous mangez, vous digérez, et c'est nécessaire de passer à la digestion. Eh bien, lorsque vous devez vous adapter, le corps génère du stress. Le problème, c'est lorsque cette adaptation est trop intense. Lorsqu'elle est trop répétée ou trop prolongée, eh bien, au bout d'un moment, on arrive au bout de nos ressources. Et c'est bien là que cette crise de Covid révèle notamment les limites de nos adaptations aujourd'hui. À force de s'adapter, on peut faire le grand écart, mais à force de faire le grand écart, ça finit par faire mal. Voilà. Et puis au bout d'un moment, quand on prolonge ce grand écart, quand on doit vraiment s'adapter sur la durée, et que lorsqu'on a le sentiment de s'être adapté, eh bien, il faut de nouveau se suradapter parce que de nouvelles mesures arrivent, parce que certains membres du personnel ne sont pas là, il faut les remplacer, il faut faire ça, il faut faire… Et puis on a de nouveau de nouvelles problématiques à traiter. Eh bien, une adaptation incessante fait qu'à un moment donné, on peut arriver à l'épuisement des ressources. Alors, tout à l'heure, on parlait, avant de parler d'épuisement des ressources, tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de symptômes. Voilà. Une personne avait indiqué on mange beaucoup ou on mange peu. Tout simplement, lorsque le stress est là, est présent, eh bien, notre corps va être mobilisé essentiellement pour fuir ou combattre. Hein, généralement, vous vous rendez compte, lorsque vous êtes stressé, on a tendance à taper du talon. Enfin, moi, je dis ça, taper du talon. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein, on a la jambe qui bouge toute seule, qui saute toute seule. Et puis, on a tendance, vous voyez, à prendre le stylo, à manipuler les choses. Et où on a un afflux de sang au niveau des bras et des jambes, principalement. Et ce sang qui doit aller dans ses membres supérieurs et inférieurs, eh bien, quitte d'autres zones qui sont bien inutiles lorsqu'il faut fuir ou combattre, à savoir l'appareil digestif.
Oui. C'est une zone, c'est un appareil, un système qui est très fortement irrigué en sang, qui est inutile dans ces circonstances-là, mais s'il y a moins de sang, eh bien la motilité digestive se fait moins. Et donc, en général, c'est là où on a la boule au ventre, voire même parfois des nausées. Mais le problème, c'est que si nous sommes stressés tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, et bien, au bout d'un moment, il faut bien digérer quand même. Et si la digestion ne peut plus se faire de manière mécanique, eh bien, on observe une augmentation du bassin biliaire. C'est-à-dire qu'il va falloir dégrader ce que l'on mange de manière chimique, avec de l'acidité. D'où les reflux gastro-œsophagiens, d'où les ulcères à l'estomac, à l'œsophage, voilà, et tous les effets qu'il peut y avoir derrière. Et de la même manière, cela génère de la fatigue. C'est-à-dire que si vous mangez et que vous faites en sorte d'essayer de bien manger vos aliments, vos fruits, vos légumes, une fois passés dans un bain d'acide, bien finalement, qu'est-ce qu'il reste des nutriments, des minéraux? Plus grand-chose. Donc, généralement, lorsqu'on est stressé, on va avoir une modification de son mode alimentaire, tout simplement parce que le stress génère une dépense en glucose accrue. Donc, on va avoir besoin de sucre, de glucose. Donc, généralement, certaines personnes vont avoir tendance à grignoter le petit paquet de bonbons, le petit paquet de gâteaux, le petit café sucré, etc., pour répondre à la demande accrue de glucose. Mais si on se prive de glucose ou si le stress est beaucoup trop important, et bien derrière, il y a d'autres mécanismes qui prennent le relais, à savoir les glandes surrénales qui produisent du cortisol. Et le cortisol, c'est un glucocorticoïde. C'est-à-dire qu'il va se transformer en glucose pour pouvoir faire face aux besoins accrus de l'organisme. Mais c'est aussi, donc c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi une hormone qui nous aide à nous lever le matin. C'est-à-dire que le soir, vous avez la mélatonine qui vous aide à dormir, mais le matin, vous avez le cortisol qui vous aide à vous réveiller, augmenter la tension musculaire, augmenter la température du corps. Et le problème, c'est que lorsque vous sécrétez ce cortisol, il reste plusieurs heures dans l'organisme, entre 4 et 6 heures. Donc vous imaginez ce stress du soir à 19 heures dans les embouteillages ou repartir du bureau, une bonne dose de cortisol, et vous trimballez ce cortisol le soir au coucher, ce qui peut provoquer des problématiques d'endormissement. Parce qu'effectivement, votre mélatonine, même si elle est sécrétée naturellement, eh bien, doit faire face à son antagoniste, à savoir le cortisol, qui fait l'effet inverse. Voilà, d'où aussi l'impact du stress sur le sommeil, là d'un point de vue physiologique. Et je ne parle pas des ruminations, je ne parle pas des soucis que l'on ressasse au fur et à mesure. Donc, globalement, le stress, donc, comme je disais, c'est une fonction adaptative qui est normale, qui est même plutôt saine et dont on ne peut pas se passer. En revanche, lorsque nous sommes obligés de nous adapter incessamment ou de manière trop intense, eh bien cela génère une utilisation de nos ressources, pouvant conduire à terme, alors là je vois le bout du bout, à ce fameux burn-out dont on a tous entendu parler. Voilà. Alors, on peut garder une image en tête, on peut garder l'image d'une bougie. Voilà. La flamme est là, elle permet de nous éclairer, de nous réchauffer éventuellement. Elle est là tant que la cire est présente. La cire, c'est la ressource dont la flamme a besoin pour pouvoir brûler. En revanche, si cette flamme est allumée de manière trop intense ou de manière trop prolongée, eh bien, au bout d'un moment, on va arriver à une carence en cire, jusqu'au moment où, s'il n'y a plus de cire, eh bien, la flamme s'éteint. C'est ça le burn-out. C'est l'épuisement des ressources individuelles. Et chacun va au travail arriver avec ses ressources propres, en fonction de son état de fatigue, de son état de santé, en fonction des enjeux qu'il met au travail, en fonction aussi de ce qui se passe à la maison. Il y a des personnes qui ont des espaces de ressources très importants, parce qu'ils vont au sport, parce que ça se passe bien à la maison, parce qu'ils ont notamment des hobbies, des espaces notamment qui leur appartiennent et dans lesquels ils se ressourcent facilement. Il y a d'autres personnes qui malheureusement sont carencées en ressources. Et plus en général nous sommes stressés, et bien plus nous avons tendance à nous carencer en ressources. Alors, je vais vous donner quelques exemples un peu caricaturaux, mais qui vont peut-être vous parler. Le sport qu'on a l'habitude de faire le mercredi soir, et on se dit non, là je ne vais peut-être pas y aller, ou le midi, j'ai pas le temps, donc j'irai la semaine prochaine. Mais finalement, ça fait 4 semaines qu'on doit y aller la semaine prochaine. Et finalement, cet espace de ressources, finalement, passe à la trappe. C'est ce repas le vendredi soir chez les amis, ou ce déjeuner le lundi midi avec un ami que l'on passe finalement devant l'ordinateur avec un sandwich parce qu'on n'a pas le temps.
d'échanger, de se poser. Tous ces espaces qui nous permettent habituellement de nous ressourcer, eh bien finalement, lorsque nous sommes stressés, eh bien, ont tendance à être mis de côté. Et là, on arrive dans une sorte d'emballement où plus je travaille et plus je m'épuise, plus je suis en difficulté dans mon travail. Et donc, plus je suis en difficulté, plus je ramène de travail chez moi. Ou plus j'essaye de fournir des efforts. Ou moins j'arrive à dormir. Ou plus je me nourris mal. Ce qui génère de la fatigue derrière et donc me met davantage en difficulté et ce qui m'oblige de nouveau à ramener peut-être encore un peu plus de travail, à me lever plus tôt, à me coucher plus tard, à couper ma pause déjeuner. Et c'est ceci qui peut conduire à terme à un emballement négatif et conduire au burn-out. Voilà. D'ailleurs, Elisabeth Maslach, qui est la chercheuse qui a développé cette notion de burn-out, parle notamment d'une maladie du surinvestissement. C'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup de travail, c'est le fait d'avoir beaucoup de travail et de se surinvestir malgré les symptômes, malgré la fatigue, malgré l'épuisement des ressources. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices que l'on peut voir liés au stress. Alors, j'en ai noté quelques-uns, alors c'est pas du tout exhaustif ce que je vais vous dire, mais globalement, on essaye d'observer la symptomatologie de trois manières différentes. D'un point de vue physique, d'un point de vue cognitif, la manière de penser, et d'un point de vue émotionnel. Lorsque l'on arrive notamment dans la phase de résistance, c'est-à-dire que le stress adaptatif nous permet notamment de dépasser une difficulté. Mais si ce stress adaptatif est trop répété, ou s'il est trop prolongé, ou si malgré mes efforts, finalement, la problématique perdure, comme c'est le cas notamment dans cette crise du Covid. On a beau s'adapter, mais chaque jour va de son adaptation, et puis l'adaptation est incessante. Et puis au final, l'adaptation dure des semaines et des mois. Et même après le confinement, même au retour, même après les vacances d'été, bien finalement, on est toujours dans une logique d'adaptation, et c'est très compliqué, parce qu'on a des collègues absents, parce qu'on doit pallier à ceci, à cela. Eh bien, au bout d'un moment, on arrive en phase de résistance. C'est-à-dire que notre organisme est obligé d'aller puiser dans ses ressources pour faire face au stress. Et c'est là qu'on voit apparaître un certain nombre de symptômes. Alors, d'un point de vue physique, on peut observer notamment tension au niveau du cou, des douleurs lombaires, un regard fixe également. Quand je dis regard fixe, effectivement, quelqu'un l'avait noté. Globalement, lorsque nous sommes stressés, on s'attend à un danger. Donc, comme on s'attend à un danger, on va avoir la pupille qui se dilate. Et comme la pupille se dilate, eh bien, on a du mal parfois à faire le point. Certaines personnes ont pu noter ça lorsque vous lisez quelque chose ou lorsque vous êtes face à l'ordinateur, c'est encore accru. Lorsque nous sommes fatigués, eh bien, on a du mal à faire le point, donc on se frotte un peu les yeux, voilà, c'est un peu flou. Et généralement, c'est le nerf optique qu'on pense, pouvant créer des migraines ophtalmiques également. Voilà. On peut aussi avoir derrière des problématiques digestives, voilà, avec tout son lot de joyeuserie. D'un point de vue cognitif, la manière de penser, eh bien, on a besoin d'avoir raison. On a des personnes qui vont avoir des idées fixes. Pourquoi on a besoin d'avoir raison? Tout simplement, je vous disais que le stress, c'est le syndrome général d'adaptation. Donc, j'essaie de me créer une représentation de l'environnement, de ce qu'il faut faire. Mais à partir du moment où on me contrarie, eh bien, le problème, ça signifie que je vais devoir me réadapter. Je vais devoir revoir ma copie. Ce qui est tout simplement improbable pour certaines personnes qui sont déjà dans cette phase de résistance avancée. Donc, ce sont des personnes que l'on va avoir du mal à convaincre, que l'on va avoir du mal à faire bouger. Voilà. Parfois même avec un sentiment de supériorité. J'ai raison, tu as tort. Ce qui va avec, finalement, ce besoin d'avoir raison, et une intolérance aux reproches. Voilà. Une impatience, une susceptibilité. Donc, on va, d'un point de vue cognitif, voir aussi apparaître derrière les premiers signes des symptômes émotionnels, avec des personnes qui vont s'énerver assez rapidement, qui vont être très tendues émotionnellement, qui vont passer de l'agressivité à de la colère très facilement. Et avec aussi un assèchement émotionnel. Alors, c'est quoi l'assèchement émotionnel? Globalement, on peut le résumer de la manière suivante. Ce qui, jusqu'à présent, nous faisait plaisir, nous provoquait notamment une certaine satisfaction, eh bien, n'arrive plus à me satisfaire ou à me faire plaisir. Voilà, je vois des personnes qui réagissent, non? Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à débrancher votre micro et à poser une question. Voilà. Donc, effectivement, là, on a un faisceau d'indices. Globalement, un indicateur en lui-même ne peut pas être un signe de stress. En revanche, lorsque vous avez
un faisceau d'indicateurs, on peut se dire que là, cette personne arrive peut-être dans une phase où elle est obligée d'aller puiser dans ses ressources. Et comme elle épuise dans ses ressources, eh bien, prend déjà beaucoup d'énergie, elle n'en a plus forcément pour essayer de s'adapter de nouveau et encore plus. Et là, c'est toute la difficulté de cette crise du Covid. C'est lorsque les consignes changent régulièrement. On met à mal ces personnes qui essayent tant bien que mal de créer un équilibre dans cette incertitude, qui essayent de trouver une certaine stabilité dans quelque chose qui est complexe. Mais le lendemain, le surlendemain et la semaine d'après, les choses changent. Donc on demande un rééquilibrage constant pouvant conduire à terme non plus à la phase de résistance, mais à la phase d'épuisement. Alors là, je vous lis un certain nombre de symptômes. On va retrouver les mêmes sur un certain nombre de points que ceux de la phase de résistance, mais accrus. Et vous allez voir que de nouveaux symptômes vont émerger, et c'est là notamment qu'est l'indicateur. C'est lorsqu'il y a un changement d'attitude chez les professionnels qu'il faut s'alerter. Quand je parle de changement d'attitude, c'est la personne que l'on voyait toujours à la machine à café qui n'y va plus. C'est la personne qui arrivait toujours un quart d'heure en avance pour dire bonjour aux collègues et qui ne dit plus bonjour ou qui finalement réduit son temps. C'est la personne qui prenait son temps pour déjeuner qui ne prend plus son temps pour déjeuner. C'est la personne qui avait sa porte ouverte de bureau qui a sa porte fermée. Vous voyez, c'est dans ces changements d'attitude que l'on note finalement le passage d'un état à l'autre. Donc dans l'épuisement, là on arrive dans une fatigue physique, une faiblesse. Alors c'est vraiment palpable. Lorsque vous montez les escaliers, vous avez l'impression d'avoir un sac de gravats de 30 kg sur les épaules ou d'avoir 90 ans, parce qu'on les sent les jambes. Voilà. On sent que le corps est là et qu'il nous dit qu'il est présent. C'est le fait aussi, par exemple, à la maison, vous rentrez chez vous le soir, vous mettez dans le canapé bien tranquillement, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, votre café, votre tasse de thé, il faut vous relever. Alors là, c'est dramatique. Mince, il faut que je me lève. Je souffle. Et oui, parce que ça demande tellement d'efforts. Quelque chose de si simple, associé à une fatigue tellement intense, que là, finalement, l'effort me ferait presque vaciller. Alors, j'exagère un petit peu, mais certaines personnes... Ah, quelqu'un voudrait prendre la parole. Oui, allez-y. Je vais réactiver mon micro. Je ne sais pas si on m'entend du coup. Oui, allez-y. Oui, on vous entend. Oui, mais en fait, ça fait beaucoup penser à de la dépression, là, ce que vous évoquez. Alors, La grande fatigue, l'envie de rien, difficulté pour se lever, pour aller chercher quelque chose dans le frigo. Bon, est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'un des symptômes du stress serait déjà une sorte de entrée par le biais de la dépression? oui, alors le stress, oui, effectivement, très bonne question. En fait, on va avoir deux mécanismes du stress. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme adaptatif. Lorsque vous avez notamment une sécrétion d'adrénaline, eh bien, globalement, je schématise, cette adrénaline indique à votre organisme, il faut agir. Il faut agir et ça met en place des ressources pour faire face. Or, si vos tentatives d'adaptation échouent, parce que la problématique est toujours là, la problématique s'accentue, ou que finalement l'effet escompté n'est pas là, et bien à un moment donné, il va falloir vous protéger. Et l'augmentation de cortisol dans l'organisme, eh bien, tend à faire apparaître notamment une symptomatologie très proche de la dépression, voire même qui peut être une porte d'entrée dans la dépression. Pourquoi ? Imaginez la situation suivante. Vous voulez passer la porte, vous voulez passer une porte, c'est très schématique et très un peu Tex Avery, vous voulez passer la porte, mais à chaque fois que vous voulez passer la porte, vous la prenez en plein nez. Au bout d'un moment, votre cerveau va se dire, non, arrête de faire ça, et donc il va vous mettre dans une posture dépressive dans le but d'arrêter de combattre quelque chose face auquel vous n'avez aucune prise. Voilà. Et donc c'est un moyen de défense, c'est arrête de combattre. Et donc là, on coupe l'énergie. Et on entre dans quelque chose qui est très proche de la dépression, voire qui peut s'installer. D'accord. Voilà. Et ça, on va le voir même d'un point de vue émotionnel et cognitif. Vous allez voir, là, on va aller encore un peu plus loin dans le lien entre le stress et l'épuisement professionnel et l'état dépressif. Alors attention, je ne parle pas forcément de dépression majeure, mais on parle d'état dépressif. Alors, donc on n'est pas forcément dans la pathologie, mais on est dans un état qui s'en rapproche, voire qui peut conduire à. Donc c'est là aussi on a des problématiques de troubles du sommeil. Quand je parle de troubles du sommeil, c'est difficulté à s'endormir, réveil nocturne ou fatigue au réveil, tout simplement parce que l'architecture du sommeil, à savoir les différentes phases du sommeil lent léger, profond, phase de sommeil paradoxal, chaque phase a une utilité finalement. Or, la fatigue intense provoquée par le stress modifie cette architecture du sommeil, et ne permet pas d'avoir une récupération optimum. Donc j'ai beau dormir, je me réveille, je suis fatigué.
Trouble de l'appétit, ça on a déjà évoqué cette question, et diminution de la résistance aux infections également. Ça, vous avez peut-être pu le constater chez vous ou chez d'autres personnes, c'est le premier jour des vacances, je tombe malade. Tout simplement, lorsque votre corps est dopé, avec justement ce stress qui vous oblige à combattre. Je parle d'adrénaline, mais il y a tout un ensemble d'autres fonctionnements avec la dopamine, noradrénaline, sérotonine. Votre corps est dopé. Et ce cortisol, hein, qui est un glucocorticoïde, hein, donc il y a cette notion de corticoïde, dès lors que vous relâchez la pression, eh bien c'est là derrière que l'on peut sombrer. C'est là où derrière, quand vous retirez le tuteur d'une fleur qui est habituée à avoir ce tuteur, eh bien finalement elle risque de tomber, cette fleur. Mais quand vous retirez ce dopage de l'organisme, eh bien c'est là que beaucoup de personnes tombent malades le premier jour des vacances. C'est là que le week-end, eh bien, je ne peux rien faire parce que je suis fatigué. Je suis tellement fatigué que j'aimerais bien dormir et parfois même j'y arrive même pas. Ou alors je ne fais que dormir. Et c'est là où il faut être vigilant également, où il faudra être vigilant, parce qu'on va bien sortir de cette crise à un moment donné. Et les personnes qui auront réussi à tenir dans cette crise, quid de la manière dont elles vont réagir lorsque cette pression disparaîtra. Eh oui. Donc là, il y a aussi un point de vigilance lorsque les choses vont s'améliorer. Il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est d'un point de vue physique. D'un point de vue cognitif, le mode de pensée, c'est là où on observe les principaux changements. Notamment, c'est là où on commence à avoir une sensation d'infériorité et une auto-dévalorisation. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'en phase de résistance, les personnes sont sûres d'elles-mêmes. Voilà, je me suis construit une représentation des choses, de ce que je dois faire, et y déroger est compliqué. Donc je vais essayer de tenir mon idée. Là, en revanche, nous sommes face à des personnes qui ont cherché à faire face, mais n'ont pas réussi. Et on est dans une sorte le terme peut-être un petit peu fort, mais de résignation apprise. Je vous donne un exemple. Une étude qui a été menée par Martin Seligman. Alors vous allez voir que d'un point de vue éthique, c'est pas formidable, mais elle a le mérite d'exister, d'avoir des résultats qui sont intéressants. Vous imaginez une grande boîte, dans laquelle on met un chien. Cette boîte est un sol métallique, et dans ce sol métallique, on peut faire passer un courant électrique. Cette boîte est séparée en deux. Lorsque le chien subit ce courant électrique, alors qu'il n'est pas quelque chose de douloureux, mais plus d'inconfortable, eh bien, il a la possibilité de sauter de l'autre côté pour échapper à ce choc électrique. Et ce choc électrique apparaît de manière chaotique. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, il peut très bien ne rien se passer, et puis pendant 2 minutes, avoir 4-5 chocs. Mais en tout cas, le chien a toujours la possibilité, en sautant de l'autre côté, d'échapper à ce choc électrique. C'est la première phase de l'expérience. Deuxième phase de l'expérience, on met une paroi qui empêche le chien de passer d'un côté ou de l'autre. Ce chien va chercher à sauter, bien évidemment, parce que c'est la solution qu'il avait expérimentée, qui fonctionnait bien jusqu'à présent, mais il ne va pas y parvenir. Donc il va chercher plein de choses. Il va tourner en rond, il va aboyer, il va gratter, il va faire tout un tas de choses jusqu'au moment où il se rend compte que quoi qu'il fasse, eh bien, il ne pourra pas échapper à ce choc électrique. Et là, on voit apparaître un comportement qui peut paraître assez paradoxal. C'est un comportement de résignation. Ce chien va s'allonger sur le sol. Donc avec une zone de contact plus importante avec le sol électrifié, mais il va s'allonger sur le sol. Troisième étape de l'expérience, on retire la paroi. Donc le chien, visuellement, est capable de voir que sa première situation, sa première solution, eh bien, peut être de nouveau opérante. Mais malgré ça, eh bien, ce chien ne saute plus de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la résignation apprise. À savoir, ce sont des personnes qui ne sont plus en capacité de voir les solutions, quand bien même celles-ci sont sous leurs yeux. D'où l'importance, dans ces cas-là, du collectif, qui est un des plus gros modérateurs du stress, le collectif qui tire la sonnette d'alarme, et à un moment donné, lorsqu'on arrive dans une phase d'épuisement, il est très compliqué d'avoir la conscience de soi suffisante pour se dire « je me retire ». Certaines personnes vont tomber malades, certaines personnes vont s'épuiser physiquement, d'autres personnes, celles qui ont le plus de ressources, vont tenir bon, mais plus longtemps elles tiennent bon, plus elles s'abîment physiquement et psychologiquement. Et c'est là où, derrière, on a besoin de personnes, de responsables, de collègues, de familles, pour tirer la sonnette d'alarme et inviter cet individu à s'extraire de ce qui génère le stress. Voilà. Et ce sentiment d'infériorité est très lié alors à deux éléments théoriques qui sont peut-être un petit peu longs à expliquer, mais qui me semblent être importants d'avoir en tête. C'est notamment l'effet Pygmalion et la menace du stéréotype. Je ne sais pas si ce sont des choses que vous connaissez, mais voilà,
la menace du stéréotype, c'est une théorie tout à fait intéressante, une théorie psychosociale, qui consiste à dire la chose de manière suivante. Si j'estime que je suis mauvais dans mon travail parce que je n'arrive pas à le mener à bien, eh bien, je vais penser simplement que les autres également pensent la même chose. Et la problématique, c'est que si j'estime que les autres pensent des choses négatives de moi, eh bien, je vais me mettre dans les conditions, dans une condition en tout cas défavorable à l'exercice de mon travail. Je vous donne un exemple très simple. Peut-être l'étude Princeps, hein, qui est très parlante, c'est celle que j'ai en tête. Donc on est en 1995 et un chercheur, deux chercheurs en tout cas, font passer un test à des étudiants qui sont blancs, des étudiants qui sont noirs. Voilà. On est aux États-Unis. Voilà, et ce test, finalement, est censé être un test d'intelligence. Donc on le fait passer à ces étudiants en indiquant deux choses, en le présentant de deux manières différentes. Soit on dit ce test est un test de créativité. Voilà, donc ça va permettre de mesurer votre créativité. Soit ce test est un test d'intelligence, sachant qu'à cette époque, en 1995, un stéréotype existait aux États-Unis selon lequel les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Voilà. Que l'on croit, que l'on pense vrai ou pas ce stéréotype existe. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les résultats de ce test, eh bien, lorsqu'il est présenté comme un test de créativité, les résultats sont similaires entre les Noirs et les Blancs. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence perceptible. Or, lorsqu'il s'agit d'un test, un même test, hein, présenté comme un test d'intelligence, eh bien, les Afro-Américains échouent plus largement que les Blancs à ce test. Tout simplement, le simple fait de savoir faire l'objet de ce stéréotype et d'avoir un test qui mesure justement cette compétence dont on fait l'objet du stéréotype, eh bien, crée une anxiété qui inhibe les capacités cognitives à un moment donné. Donc, ce qui signifie que si je travaille et que je pense que les autres estiment que je ne suis pas bon, eh bien, du coup, je vais inhiber mes compétences réelles, car l'anxiété va m'empêcher d'exercer mon travail de manière optimum. Donc, ceci, alors je ne sais pas si je suis bien clair, j'essaie d'aller très vite dans les présentations, et ce qui signifie que mes compétences réelles cognitives sont inhibées d'autant plus que je me crée une image négative de moi-même. Et cette image négative est précipitée par le fait, tout simplement, de me sentir en difficulté, d'estimer que les autres le voient. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là, il y a derrière ça une forme d'orgueil au fond? Alors, on n'en est plus dans l'orgueil, en fait. Dans une situation normale, on pourrait parler d'orgueil. Dans une situation d'épuisement professionnel, on a dépassé ce stade. On est sur des mécaniques psychologiques qui sont tout à fait inconscientes. Mais on le voit d'ailleurs chez les enfants. C'est-à-dire que vous prenez des enfants de 5-6 ans, vous leur présentez plusieurs formes géométriques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Vous leur dites soit que c'est un exercice de dessin, soit que c'est un exercice de géométrie. Les petites filles, c'est le même exercice. Les petites filles vont davantage réussir l'exercice quand il est présenté comme un exercice de dessin et vont davantage échouer lorsqu'on leur présente comme un exercice de mathématiques, tout simplement parce que si c'est des mathématiques, et bien du coup, je sais, et quand bien même ces enfants à cet âge-là n'ont pas une conscience du stéréotype associé, mais il y a tout un tas d'éléments derrière qui leur font savoir que ce stéréotype existe. Donc ça, si ça vous intéresse, je donnerai à Sonia les références de ces études. Si vous voulez creuser, aller plus loin. Aujourd'hui, on ne pourra pas aller au-delà. Mais vous voyez que cette autodévalorisation et ce sentiment d'infériorité va enclencher des mécaniques psychologiques précipitant la chute. Et c'est pour ça que derrière, lorsque on tombe dans ce burn-out, bien souvent, ça prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines maximum. Quand je dis quelques heures, c'est une personne qui tient bon, qui va se coucher le lendemain matin, et bien c'est fini. Parce que les glandes surrénales arrêtent de produire le cortisol, qui est cette hormone du stress. Tout simplement, le cortisol devient abondant dans l'organisme, on nous empoisonne, et finalement, les surrénales se disent top, on arrête, on ferme le robinet. Or, le cortisol, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'hormone qui nous permet de nous lever le matin. Donc, il y a une incapacité physique à se lever le matin. Avant d'en arriver à cet extrême, eh bien, il y a tout un ensemble d'étapes, donc phase de résistance, phase épuisement, avec une symptomatologie qui se modifie au fur et à mesure, d'où le fait d'être attentif au changement d'attitude.
très important. Voilà. Vous comprenez bien que ce Covid nécessitant une adaptation et que le stress est tout simplement le syndrome d'adaptation généralisée, nous sommes face à des personnes qui, depuis mars, sont dans une posture d'adaptation. Vous avez des personnes qui sont tombées avant, malades, épuisées. Alors ça peut être tout simplement des personnes qui ont craqué psychologiquement, des personnes qui nerveusement n'ont pas réussi à tenir, des personnes qui simplement sont tombées malades. Je ne parle pas forcément du Covid, mais parce que tout simplement cet épuisement des ressources a conduit à un épuisement physique, physiologique, mais vous avez des personnes, et moi j'attire vraiment votre attention sur les personnes les plus résistantes, parce que souvent on a tendance à s'appuyer sur elles. Et elles sont là, ce sont des piliers, mais qui tournent au dopage. Voilà. Attention à savoir comment on peut les préserver. Mais ces personnes, ça peut être vous aussi. Parce que là, je vois que vous êtes ici, vous avez tout un ensemble de fonctions, vous êtes la pierre angulaire souvent de vos établissements. Moi, il n'est pas rare de voir notamment des responsables d'établissements qui tombent après la bataille. Non, voilà, j'ai tenu bon, maintenant la bataille, et voilà, je tombe. Attention à s'en prémunir avant, parce que parfois la bataille, si elle est longue, et bien du coup, de ne pas tomber avant. Voilà. Qu'est-ce que l'effet Pygmalion? Alors l'effet Pygmalion, c'est tout simplement, c'est l'effet, on va dire, l'effet miroir de la menace du stéréotype. C'est notamment, alors comment je peux essayer de synthétiser ça? Lorsque j'ai une représentation des choses, une représentation d'une personne, par exemple, je considère qu'une personne est fiable, eh bien, je vais avoir tendance à adapter mon comportement. Si cette personne est sympathique, fiable, eh bien, je vais avoir tendance à la solliciter avec entrain. Du coup, je vais créer un mode relationnel plutôt serein avec cette personne. Et cette personne va s'ancrer dans ce mode relationnel plutôt serein, c'est-à-dire qu'elle va plutôt être décontractée. Voilà. En revanche, si à l'inverse, on vous dit, attention, une personne, elle est quand même assez peu fiable. Et ça, dans les établissements, je sais que parfois, la difficulté de recrutement fait que vous avez du personnel qui parfois tourne. Et voilà, vous savez que ce sont des personnes sur lesquelles on ne peut pas forcément s'appuyer sur tous les enfin surtout en tout cas. Et bien du coup, donc ma représentation et cette personne est peu fiable, donc du coup mon comportement va être un comportement de méfiance. Donc je ne vais pas créer un mode relationnel détendu, sympathique. Je vais plutôt créer un mode relationnel un peu tendu, un peu plus froid. Et donc cette personne va s'inscrire dans ce mode relationnel en étant elle-même un peu plus distante. Et donc derrière, cette distance de comportement, est-ce qu'elle est le fait de caractéristiques psychologiques de cette personne ou est-ce qu'elle est aussi le fait d'un mode relationnel que j'ai inscrit? Donc, lorsque vous avez une personne qui est en difficulté, le simple fait de vouloir la protéger, de vouloir être... Eh bien, on peut très vite devenir condescendant. Et derrière, cet effet Pygmalion, eh bien, peut venir précipiter la menace du stéréotype et entraîner en l'espace de quelques jours une sorte de relation aidant-aidé qui finalement n'est pas très saine dans sa mécanique, alors que les intentions de départ sont bonnes. Est-ce que c'est clair? Alors, comment aider? Comment aider? C'est là où j'en arrive notamment aux stratégies de coping. Alors, c'est compliqué en une heure mais l'idée, c'est déjà que vous soyez en capacité d'observer autour de vous les personnes qui potentiellement ont besoin. En général, on est très très peu sur un accompagnement individualisé, mais généralement, ce sont des accompagnements collectifs qu'il faut mettre en place. Tout simplement, voilà, les relations sociales sont un des plus gros modérateurs du stress et à un moment donné, inviter des individus seuls à faire face à quelque chose alors qu'ils sont déjà épuisés, c'est compliqué. Or, collectivement, on peut peut-être repenser les choses voilà, de manière à ce que tout le monde n'a pas des ressources au même moment. Il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, mon collègue n'a pas la ressource, c'est peut-être moi qui vais devoir pallier un certain nombre de choses, mais demain, c'est parce que je lui aurais laissé le temps de reprendre, de se ressourcer, que c'est peut-être lui qui va venir m'aider. Donc, on est vraiment sur des actions collectives dans ce genre de situation. Quand on est face au stress, nous avons tous ce qu'on appelle des stratégies de coping. Coping, to cope with, en anglais, faire face à. Ces stratégies de coping,
eh bien, individuellement, on peut toutes les utiliser, mais on peut aussi en privilégier certaines ou en exclure d'autres. Alors, j'aime pas trop, notamment les catégorisations parce que c'est toujours réducteur, mais en tout cas, ça permet aussi de pouvoir faire passer plus facilement l'information. Globalement, on distingue 3 types de stratégies de coping. Celles que l'on estime être, que l'on qualifie, orientées vers la solution. Donc, c'est quoi orienter vers la solution, vers la situation? C'est mettre en place des correctifs pour essayer de modifier la situation stressante. Par exemple, c'est centré sur le problème. C'est le fait de prendre son téléphone, de dire non, là, le planning, ça va pas, est-ce qu'on peut pas les modifier? C'est le fait de dire non, mais là, par contre, il nous faudra un extra. C'est le fait de dire, vous avez des personnes qui sont extrêmement proactives et pour gérer leur stress, elles vont chercher à tout prix à trouver des solutions, des correctifs pour agir sur la source de stress. Voilà. Alors parfois, il y a des environnements dans lesquels ça met ces personnes en difficulté. Imaginez dans une usine dans laquelle votre autonomie est très faible. Vous êtes une personne qui a plutôt tendance à être proactive dans la recherche de solutions de stress, mais on vous laisse une marge de manœuvre extrêmement faible. Voilà, ce sont des personnes qui sont en général bien en mal, parce que du coup, leur réaction spontanée pour gérer le stress est mise à mal par rapport à l'organisation du travail. Ces personnes ont derrière d'autres solutions. S'inscrire au CHSCT, enfin maintenant au CSE, devenir représentant du personnel, devenir pour essayer d'avoir le sentiment d'avoir des leviers d'action. Parce que c'est important pour eux, pour faire face au stress. Parce que s'ils ont le sentiment derrière qu'ils n'ont plus de levier d'action, c'est là où ces personnes s'effondrent. Vous avez des personnes qui vont plutôt avoir tendance à aller vers une diminution de la réaction de stress. Donc, ce sont des personnes qui vont, par exemple, avoir besoin de faire du sport, qui vont avoir besoin de manger avec les collègues, qui vont avoir besoin de faire de l'exercice de respiration, qui vont avoir besoin de lire, par exemple. Des choses très simples. On a des personnes je me souviens d'une situation, alors ça peut prêter à rire, mais c'est une personne qui était en grande difficulté, qui me dit, mais j'ai plus de plaisir. J'ai dit, très bien. C'était quoi vos plaisirs jusqu'à présent? C'est une personne qui collectionnait les jeux de cartes. Alors, il cherchait des jeux de cartes anciens de plein de pays, etc. Et on a essayé de rétablir ça. Et le simple fait de s'accorder une demi-heure tous les soirs, d'aller chercher sur eBay, sur machin, le jeu de cartes, le plaisir, le soir, de rentrer, de découvrir dans la boîte aux lettres, il y a un paquet, il n'y a pas de paquet, c'est quoi, etc. Ça lui provoquait un plaisir tel qu'il avait un espace pour se ressourcer. C'est pas suffisant, on est d'accord. Mais en tout cas, il avait un espace dans lequel il s'accordait du temps pour lui, à se faire plaisir, à faire quelque chose qui le stimulait le soir. Il dit, tiens, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais recevoir mon colis? Et tout ceci, finalement, est extrêmement important. Il y a aussi le fait, tout simplement, de voir du monde, tout simplement. Et ça, pour les personnes qui travaillent dans les EHPAD. Alors ça, moi, je suis intervenu avant le confinement dans quelques EHPAD, et lorsque je donnais cet exemple, on m'a donné cet exemple justement, donc je le reprends à mon compte. Les relations sociales sont un des plus gros modérateurs du stress. Et certaines personnes, on n'est pas m'ont dit, mais effectivement, on le voit bien, lorsqu'une personne, notamment lorsqu'un de nos résidents sait qu'il va recevoir son petit-fils, sa petite-fille, déjà 2-3 jours avant, bizarrement, il y a moins de demandes nostalgiques, il y a moins de douleurs, il y a plus de... Et finalement, le jour J, on va beaucoup mieux, on a moins mal, et puis ça perdure 1 ou 2 jours derrière. Effectivement, les relations sociales ont un pouvoir antalgique, ont un pouvoir, mais aussi ont un véritable pouvoir pour lutter contre les effets néfastes du stress. Donc là, ce sont tout ce que l'on peut mettre en place pour se ressourcer. Et là, encore une fois, il y a des organisations du travail qui ne permettent pas de faire ça. Lorsque vous avez une rotation et que vous ne pouvez pas savoir avec qui vous allez manger, parce que tout simplement, il faut toujours que... Et puis vous vous retrouvez seul parce que votre copain ou votre copine, du coup, est derrière, est dans le self de derrière, et que vous ne pouvez pas partager votre repas avec les personnes que vous souhaitez, et bien rien que ça, c'est peut-être bête, mais c'est un espace de ressourcement en moins. Voilà. Et derrière, on a aussi la recherche de soutien. Donc là, je reprends les relations sociales. Effectivement, il y a même une catégorie spécifique, la recherche de soutien. Ce soutien peut être d'ordre émotionnel, tout simplement trouver une personne à qui je peux déposer mon mal-être. Elle n'a pas forcément de réponse à m'apporter, mais juste le fait de me sentir écouté, eh bien, peut avoir un effet extrêmement important. Ou alors une recherche de soutien technique. Si j'ai un problème, à qui je peux m'adresser? Est-ce que je sais même à qui je peux m'adresser
pour pouvoir faire face à cette difficulté. Et cette recherche de soutien, elle est très intéressante. Ça a été testé notamment chez les dentistes. J'aime bien ce genre d'expérience parce que je trouve ça très parlant. Imaginez la situation suivante, vous êtes chez un dentiste et vous venez pour un détartrage. Voilà. Bon, c'est pas censé être douloureux, c'est pas censé être douloureux, hein, c'est très désagréable, mais ce dentiste vous fait le détartrage, très bien, et derrière on mesure le niveau d'inconfort, le niveau de douleur. Mais deux conditions expérimentales sont mises en place. Une première condition dans laquelle le dentiste fait le détartrage normalement. Deuxième condition expérimentale, le dentiste dit si je vous fais mal, vous levez la main. Voilà. Bon, il y a très peu de personnes qui lèvent la main. Je crois même que dans l'étude en question, il y avait personne à lever la main. Et que lorsqu'on mesure derrière le niveau d'inconfort, le niveau de douleur, ceux qui ont eu la possibilité de lever la main, eh bien, ressentent un inconfort et une douleur moins importante. Le simple fait de savoir que je peux être écouté et qu'on me le dise, eh bien, finalement, diminue les effets néfastes. Là, c'est pareil. Je me souviens être intervenu auprès de un médecin qui me disait, alors c'était un médecin de ville, qui me disait, mais moi, je suis en grande difficulté. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, je vois des patients à qui je peux parler. Je suis tout seul dans mon cabinet. J'ai un secrétariat qui est loin, qui est je ne sais où. Je peux pas dire à mes patients que je vais mal. Je suis censé être un pilier, je suis là. Cette personne-là est en grande souffrance parce que spontanément, sa stratégie de coping privilégiée, c'est une recherche de soutien. Et cette personne me disait, mais en plus, je reçois jusqu'à 22 heures. Il y a d'autres, c'est un pédiatre en l'occurrence. Elle me dit, en plus, mes collègues dans la ville sont tous partis à la campagne, n'en peuvent plus. Sur le répondeur, ils me refilent tout le monde. Je n'en peux plus et je ne peux pas parler. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Vous voyez que là, cette personne, en recherche de soutien, c'est sa stratégie de coping privilégiée, eh bien, n'arrivait pas à trouver d'expression de cette stratégie dans son environnement de travail. Donc, ce qu'il faut mettre en place, là où il faut pouvoir réfléchir globalement, c'est dans votre environnement de travail, est-ce que les personnes qui ont un besoin de soutien ou qui ont un besoin de contrôle sur la situation ou qui ont un besoin d'agir sur la réaction de stress, d'avoir des moments, des espaces de décompression, est-ce que chacune de ces catégories de personnes a la possibilité, à un moment donné, de pouvoir faire jouer son coping dans votre établissement ? Rien que ça, déjà, en faire une première analyse. Ça, c'est une première chose, surtout en ce moment, dans une période dans laquelle on leur demande une adaptation très importante.